Voilà, bienvenue de nouveau dans cette deuxième table ronde. Donc, nous sommes montés un petit peu dans le cosmos sur cette première table ronde. Là, on va redescendre sur du systémique au cas concret, donc sur, notamment toujours dans l'innovation en santé, avec donc 3 intervenants qui auront l'occasion de se présenter un petit peu plus longuement. Euh, je vais donner déjà la parole à Robert Grober, qui est le PDG de Média Interface. Alors, Robert apprend le français, mais comme moi j'apprends l'allemand, l'un et l'autre, on atteint vite nos limites. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'interroger en français. On va avoir quelques slides en support et en français, et ça sera plus aisé de discuter ensemble. Donc, Robert, it's to you. Test. Okay. From my side, also a warm welcome, everybody. First of all, I want to thank the whole media interface team, David, Emily, Andreas, for preparation of this event. Merci beaucoup. J'ai préparé une petite présentation avec David. Je parle anglais. The presentation is en français, and maybe you ask why I am here or why Media Interface is here at Paris Santé Campus. It's pretty simple. Speaking for myself, I can say that my personal core value is health, and as you see, the health tech is nearby my heart. So that's why I'm here, and we are all together here to help help with health tech, making patients healthier and bringing innovation to the healthcare systems around Europe, not only in Germany, also in France and whole Europe. And maybe you can start, David. Yeah, absolument. Pour plus de facilité, je vais poser mes questions en français, mais Robert va répondre en anglais. Donc, la première question, Robert, concerne en fait l'évolution du numérique dans le secteur en santé. Quelle est ta vision, ton analyse? I don't know what your experience is the past 20 years when you have been at the hospital and seeing how doctors are working with computers and all the technology stuff. I guess you see the guy to the right side. It's working with the PC, and he looks not very happy. So it's not me, huh? I guess. So, and if you see the next slide, you know why. That's my personal experience. What I see in hospitals in Germany, I guess you have the same experience in France. 20 years ago, we only worked like the left side, and now, 20 years later, we work, let's say, a little more electric. It's the right side. We see a lot of documents and stuff like that, but it's also no structure in there, and there's not really a help. So the impression for the users, for the doctors, is that what we heard today, it's not a big impact, digitalization. So what fails? What is the problem? It's the lack of structure. Absolument, ça fait écho à la première table ronde sur la structuration de la donnée de santé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les données les données envers les usages des données de santé? For this, I found a very easy example, I think. Maybe you know, I know France is a country famous for good food, but I choose a big American company who is famous for hamburger. But you see on the right side this, I guess, since for 2 years, they started to make the order digital. And this is a good example for how data is working. And we all have also in the healthcare system a lack of resources, and there's not enough personnel, and so they
digitized the process, and the input from the customer is now data, but whereas the relation to the healthcare system is very easy, because if you see clinical research or your personal health record, only data can help these systems to be effective and useful for all the people. C'est exactement, enfin, c'était une des conclusions de la première table ronde. En effet, le patrimoine commun, la donnée structurée. Pour autant, tu as pris l'exemple des McDonald's. C'est pas tout à fait la même chose, la santé. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Enfin, as we know, the media interface is now working for more than 20 years in the healthcare sectors. And we know, as you see, a hamburger is not a human being. So it's much more complex and much more specific. And so it takes some more brain to find a solution for this problem, not to just put an application, an app on your smartphone and it's working. So that's why we have thinking further. C'est quoi? Oui, voilà. Quelles sont les positions, quels ont été les choix justement de média interface, le métier? So for the solution is to combine the specific knowledge of a doctor with technology, and for that we using the language, the speech, the voice, because every doctor can speak, and that's our interface to the computer. And this is not really new, I know, but it's a common interface for everybody here. Everybody is speaking since we are 2 years old, and that's why the point number one is we using this speech interface in our solutions. Donc la voix pour créer les documents structurés, les documents médicaux structurés. Ok. Et donc de la voix aux données, quels sont les grands sujets en fait qu'adresse Média Interface? Enfin, quels sont quelle est la mission de Média Interface? We believe that the combination of these three things will help to find a way to get the information from the doctor to the system and stored as structured data. So we're using speech recognition, as I said, and as you know, and you're using probably with your smartphone and as an everyday technology to getting all the information spoken into the system, and then we're using artificial intelligence to collect all the useful data out of this text and store it in our systems. And via the HL7 standard, we can provide those data in different systems. And so you find a way from a natural input over artificial intelligence to structured data. And that's a new one. You can use, of course, only speech recognition, but then you have unstructured data, and this is a problem for using it in whole scalable technical systems. Est-ce que tu peux partager un petit peu de la vision avec la salle, ta vision de où tu veux emmener l'entreprise en média interface? I would say when we look to the Silicon Valley, you often heard two words. The first is user centricity. This is a main point for us to develop solutions for people who are working in the healthcare sector to make the best solutions we can do for every single user. This is number one, to make the knowledge accessible, visible. And the second one is we want to help to get the hospital, the caregivers, also think like data-driven, meaning that you have the right information at the right time to your hand, and you get helping from the system what information is important for you, and seeing the possibilities. If you have structured data in your hand, you can be much more innovative as a hospital and save resources. And then at the end of the day, we will have a much better healthcare system and improve
healthcare for all the patients in Europe. C'est important, la dimension européenne, en fait, c'est quelque chose qui est important, qu'on a un peu abordé dans la première table ronde. Et en effet, cet enjeu de souveraineté qui est important. En dernier slide de conclusion, Robert, je vais te laisser annoncer quelque chose d'intéressant qui fera un lien avec l'intervention de Lilian après. Et puis également notre intégration ici aussi au sein de Paris Santé Campus. Oui. As you know, we not a one-man show, and we believe in strong partners and in the trust. We trust in strong partners because we know that with our solutions, we are only one step toward the user. And as I said, the user scenarios are very specific. So we're looking for partners, and we found Access. They are active in the working medicine, I would translate in Médecine du English. travail. Médecine du travail. Médecine du travail. And they will use our technologies to provide a solution like I presented you. And also we very thankful to be part of the ecosystem of Paris Santé Campus, because it gives us the possibility to connect to a lot of different partners and bring our idea of data-driven healthcare to many other solutions and hospitals. Merci beaucoup, Robert. C'était, je pense, très, très intéressant d'avoir cette vision européenne, qui plus est. Donc, je trouve que c'est inspirant aussi ce qui se passe sur la zone Allemagne, Autriche, Suisse en santé. Tous ensemble, on est plus fort. Deuxième intervenant, donc Lilian. Pardon, je vais remonter. Voilà, Lilian Bravet, donc qui va se présenter. Première question, Lilian, après que tu te sois présenté, ainsi que les activités du groupe, c'est quelle est la politique d'innovation dans le groupe Access? Alors merci déjà David pour cette invitation donc je partage avec plaisir. Juste pour précision, donc par rapport à l'intervention, donc on parle maintenant de santé au travail, non plus de médecine du travail, qui est un domaine qui est en pleine évolution et révolution, puisque nous avons une réforme en cours qui a été votée l'année dernière, et donc des décrets qui sont en cours de publication. Donc Access, c'est effectivement un expert majeur, un expert digital de la santé au travail, donc depuis 1992. Donc nous ne sommes pas une start-up, effectivement, par rapport à tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, même si nous sommes ici aujourd'hui à Paris Santé Campus. Et depuis 1992, nous sommes malgré tout toujours très très attentifs à toutes les innovations dans la Health IT, effectivement, parce que ce sont des domaines qui nous importent beaucoup. Un certain nombre ont été évoqués déjà ce matin, effectivement, comme par exemple la visioconsultation. Alors c'est vrai que tous ces systèmes d'innovation, on voit bien que pour beaucoup, la technologie est là, la donnée est là. On a beaucoup de freins qui peuvent être soit des freins, effectivement, je dirais réglementaires pour beaucoup. Et comme ça a été évoqué dans la première table ronde, effectivement, c'est souvent lors des crises que le frein réglementaire en particulier est levé et nous permet d'aller beaucoup plus vite sur la mise en place de ces innovations. Alors la première sur laquelle on a beaucoup travaillé, nous, dès 2020, donc la première crise Covid, que tout le monde connaît, c'était la visioconsultation, effectivement, qui est aujourd'hui disponible donc, dans notre logiciel de santé au travail Metra 4, et qui permet ainsi une gestion, ce qu'on appelle, nous, multicanal de la relation avec le salarié, c'est-à-dire un mode opératoire qui est identique dans le logiciel, que l'on soit donc en présentiel ou en distanciel. Donc, dans notre domaine d'activité, qui est assez classique, on a effectivement un médecin du travail et un salarié donc, qui échangent avec un nouveau volet qui est apparu maintenant. Ça rejoint aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure, plutôt d'orientation en amont, de prévention de la santé. C'est pour ça qu'on utilise maintenant le terme de santé plutôt que médecine. Le but n'est pas de soigner, mais de prévenir, d'anticiper le déclenchement de la maladie. Donc cette visioconsultation, c'était un premier sujet. Le deuxième, c'était effectivement le big data.
on en a aussi beaucoup parlé tout à l'heure, qui est également disponible dans nos outils aujourd'hui, avec l'accompagnement donc à la bonne donnée juste au bon endroit. Alors ça, c'est la grosse problématique aujourd'hui du BI, hein, c'est de s'assurer que l'on collecte la bonne donnée pour sortir l'indicateur souhaité. Le risque serait de fournir un chiffre ou un indicateur qui soit erroné, qui engendrerait derrière des décisions malencontreuses ou malheureuses. Donc le but, c'est bien sûr de faire une analyse des risques, hein, et améliorer la prévention au sein des établissements de santé. Et puis le troisième axe, eh bien effectivement, on l'a évoqué ici, hein, donc l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de la voix, qui permet d'augmenter le processus du praticien avec nos systèmes d'information. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qu'on a noté significativement auprès de nos équipes. Alors il se trouve que ceci a été conforté, je l'évoquais en début d'intervention, par la réforme en santé au travail, hein, qui est en cours. Cette réforme indique une digitalisation de la santé au travail. Et c'est maintenant vraiment inscrit dans les textes, hein, dans le texte de loi et dans les décrets qui sont en cours de publication. Donc pour nous, l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale nous a paru vraiment naturel à intégrer dans Maître A4, parce que ça leur répond aux besoins de nos professionnels de santé, typiquement, hein. On a bien noté depuis ces 2 dernières années un changement de vie sociétale très fort avec ce qu'on appelle dans notre jargon la QVTC, hein, la qualité de vie au travail, qui a été vraiment remodelée, revue, très insisté, on va dire, dans le cadre de la réforme. C'est vraiment quelque chose pour nous qui a pris un énorme élan. Le deuxième axe, je dirais, de l'IA, c'est dans nos benchmarks, dans nos premiers retours terrain, hein, parce qu'effectivement, on annonce notre partenariat aujourd'hui, mais on a commencé déjà à sonder, hein, je dirais, un petit peu le terrain, hein, auprès des professionnels de santé, à voir un petit peu qu'est-ce que peut apporter l'intelligence artificielle et la dictée vocale. Et on a noté un peu plus de 50% de temps de gagné au quotidien sur la partie administrative, hein, pour le professionnel de santé, qu'il peut ainsi dédier davantage aux salariés. Donc le temps qu'il ne passe pas à collecter la donnée en tapant tout simplement au clavier, hein, puisqu'il va le faire en dictée vocale, eh bien, va lui permettre de passer plus de temps avec l'échange verbal avec le salarié qu'il a en face de lui. Ça répond aussi à une problématique de charge mentale diminuée, tout simplement parce que dans beaucoup de services aujourd'hui, on a évoqué le cas des hôpitaux tout à l'heure, il y a vraiment une cadence qui est très, très soutenue, hein. Plus de 30 rendez-vous par professionnel de santé, souvent dans les grands établissements de santé aujourd'hui. Donc la charge mentale est très forte, et le fait de pouvoir, à l'issue de l'entretien médical, avoir tout de suite le compte-rendu du médecin qui est d'ores et déjà prêt, hein, grâce à la dictée vocale qu'il a réalisée tout au long de l'entretien, va lui permettre de gagner beaucoup de temps. Et on a même noté une diminution de la charge mentale de plus de 70%, si on associe à la dictée vocale la notion de commande vocale, qui sont bien 2 notions différentes en fonctionnalité dans nos outils. Pour l'instant, effectivement, la première approche, c'est de se dire je vais pouvoir dicter à la voix des informations. La deuxième étant de dire je vais pouvoir commander l'application en lui demandant, par exemple, eh bien, ouvre-moi le dossier de tel patient, prescrit tel ou tel médicament, etc., etc. Donc, quand on arrive à ce niveau-là de commande vocale, effectivement, la charge mentale est diminuée jusqu'à hauteur de 70%, ce qui est un chiffre très, très important. C'est très intéressant, hein, par rapport à la première table ronde, en effet. Donc, cas d'usage, on est dedans, gestion du changement, un bénéfice patient, un bénéfice médecin, le nœud sociologique enfin, on est au cœur de notre sujet, d'un chemin d'accès pour l'innovation numérique en santé. Donc, merci pour ce témoignage qui est intéressant. Je t'ai interrompu peut-être, tu voulais rajouter Je voulais un juste point. finir sur, si tu me permets, sur l'intégration de la solution média interface dans nos outils, hein. Elle a été faite de manière facilisante, on va dire, à utiliser dans l'outil. Elle est complètement intégrée dans l'outil, donc elle est facile à utiliser et elle est performante, hein, de fait, puisqu'il n'y a pas d'ajout pour l'utilisateur à côté. Elle est hébergée dans le cloud agréé HDS souverain, donc ça répond aussi à une attente forte de nos professionnels de santé, hein, que de se dire que l'application doit être, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, franco-française, hein, hébergée sur des sites, il y a des notions Patriot Act, etc., qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc on est bien là sur de l'infrastructure
infrastructures souveraines, sécurisées donc, parfaitement intégrée à Medtra, je l'ai dit, à notre logiciel de santé au travail, ce qui permet d'améliorer et faciliter la saisie au quotidien. Et puis elle est aussi agnostique, ce qui permet donc, ça veut dire qu'elle peut être utilisée autant effectivement dans l'application Medtra que dans tout logiciel externe associé au système d'information. Donc ça, c'est aussi vraiment un plus pour le professionnel de santé. Voilà, et je terminerai en disant que l'étape d'après, si on veut se donner un petit peu de prospective, pour nous, ce qui nous semblerait intéressant, ça serait de pouvoir établir ce qu'on appelle une reconnaissance d'ambiance. Alors, je ne sais pas si la technologie est déjà prête là-dessus ou si elle va le permettre rapidement. Reconnaissance d'ambiance où l'idée, ça serait de se dire, bah voilà, on pose effectivement un micro qu'on a vu tout à l'heure ou un téléphone sur la table. On a effectivement le médecin et le salarié qui communiquent. Et ce support, ce dispositif serait en capacité de reconnaître d'une partie la voix du médecin, de l'autre partie la voix du salarié, et ainsi d'alimenter instantanément et automatiquement le dossier médical personnel, santé-travail, plus précisément pour ce qui nous concerne, du salarié. Donc on aurait là vraiment un gap encore significatif d'innovation qui serait pour nous très très important. En tout cas, voilà, c'est l'appel du pied qu'on peut vous faire. Bah, c'est une belle route en tous les cas. Merci beaucoup Lilian. William, je vais te laisser la parole. Moi je trouve que c'est très intéressant que tu puisses apporter, tu vas présenter le SNITEM, mais l'observation au contact des industriels, de pouvoir rebondir par rapport à ce que tu as pu entendre, notamment lié au rôle angulaire de la donnée, peut-être qualifier un peu la donnée. On parle de données, mais ça peut être de la donnée numérique, ça peut être de la donnée écrite. Voilà, je pense que et puis ces enjeux également de souveraineté, notamment. Enfin, je sais que depuis très longtemps, tu es dans l'écosystème de la santé digitale avec une vision un peu mondiale. Donc, je pense que c'est intéressant d'ouvrir aussi. Enfin, on est sur des cas concrets, mais d'ouvrir en fait l'expérience que tu as pu acquérir au contact de différents industriels. Tout à fait. Merci David, et merci pour cette invitation et indirectement de donner la parole à toute une industrie qui est celle du dispositif médical, dont je vais parler un petit peu plus en détail. Le SNITEM, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. En d'autres termes, le syndicat représentatif des entreprises qui conçoivent des dispositifs médicaux. Plus de 560 entreprises représentées, de la start-up à l'ETI, en passant par la PME et le grand groupe, bien entendu. Un propos peut-être en deux temps, un premier temps un petit peu macro, pour témoigner de ce qui se passe aujourd'hui autour de l'innovation et grâce au numérique en santé, un petit peu à la suite des propos du professeur Antoine Tenière, qui faisait état aussi d'une véritable explosion des solutions. Et puis un deuxième temps peut-être un petit peu plus en descendant de l'hélicoptère pour rejoindre la terre ferme, autour de l'enjeu des données de santé. Le dispositif médical étant un générateur de données de santé, même si vous ne le savez pas, ou en tout cas on est souvent considéré comme la dernière roue du carrosse. Ce témoignage, le SNITEM, c'est une organisation qui représente une industrie du matériel. Et aujourd'hui, ce secteur industriel, il subit, alors il vit plus que subir, mais parfois c'est un petit peu plus compliqué, sa transformation digitale. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va d'une industrie du matériel vers de l'immatériel, et ça implique des changements de modèle économique considérables, et au plus profond des entreprises, des changements au niveau des ressources humaines, des modèles, de la R&D, une vraie transformation. Donc moi, mon rôle au SNITEM, c'est un petit peu d'accompagner ces entreprises pour comprendre là où elles doivent aller et comment elles doivent transformer leur modèle économique. Alors pour un petit peu les accompagner au mieux dans cette transformation, qu'est-ce que j'ai été amené à faire? J'ai été amené un petit peu à catégoriser les différentes insertions du numérique dans cette industrie. Et là, pour vous donner un petit peu des éclairages sur de quoi on parle exactement quand on parle de numérique en santé, eh bien, il y a 3 grandes catégories, ou 4. Il y a tous les systèmes d'information en santé, ville, hôpital, domicile, la HAD, le patient, le médico-social. Donc ça, tout ça sont des systèmes d'information.
les solutions de média interface sont intégrées dans des systèmes d'information. Ces systèmes d'information, ils mettent en œuvre des dispositifs. Et en l'occurrence, dans la majeure partie des cas, des dispositifs médicaux. Un dispositif médical, il répond à une réglementation européenne, je vous rappelle, qui consiste à répondre à des exigences de sécurité, de fiabilité, d'interopérabilité et de conception. Donc c'est assez contraignant. Des analyses des risques, des études cliniques, un suivi post-market après mise sur le marché. Pour du logiciel, c'est pas anodin. Du système d'information qui n'est pas du dispositif médical n'a pas de suivi post-marché. Quand un logiciel est qualifié dispositif médical, on a un suivi à assurer. Donc on a tout ce premier écosystème qui relève du système d'information. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On redescend un petit peu dans l'échelle. On a des dispositifs médicaux qui sont du matériel, un pacemaker, un défibrillateur, un système de neurologie. Et en fait, ces dispositifs médicaux connectés, ils vont générer de la donnée. Et comment ils vont générer de la donnée? Ils vont générer de la donnée avec l'apport des technologies, le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Donc là, on comprend bien que ça génère de la donnée, qu'on sort du dispositif médical. C'est plus une prothèse intégrée qui est complètement passive, qui joue son rôle, mais qui ne génère rien du tout. Et puis ensuite, on a ce que j'appelle un peu le numérique ancillaire. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs, et puis dans la périphérie de ces dispositifs, donc du dispositif non connecté, mais dans la périphérie de ce dispositif, on a du numérique. Je vous donne un exemple très concret. Un bas de contention, c'est un dispositif médical. Une taille, une couleur, un degré de compression. On va avoir l'entreprise qui conçoit ces bas de compression qui va éditer une solution numérique pour aider le pharmacien à choisir la taille du bas de compression, la couleur et puis le pourcentage de compression de façon à servir au mieux son patient. Voilà, donc ça c'est un petit peu le numérique ancillaire. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que tout cet écosystème industriel, il va générer de la donnée. Donc quel est l'enjeu de la donnée? Vous avez vu que les enjeux sont avant tout politiques et c'est une annonce qui a été faite par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat qui disait écoutez, on a un trésor national en France, on a plein de données dans des entrepôts de données disparates qui ne sont pas compensées, qui ne sont pas unifiées. Et ces données, bien entendu, on n'en fait rien. Pourquoi on n'en fait rien? Parce que chaque établissement, chaque écosystème génère ces données, mais ces données ne sont pas partageables, elles ne sont pas interopérables, elles ne sont pas standardisées, on ne peut pas en faire usage. Donc la commande, elle a été simple, ça a été la création du Health Data Hub, qui, je crois savoir, est hébergé ici même. Et ce Health Data Hub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être une interconnexion de plusieurs bases de données, mais un guichet unique, un guichet d'entrée pour récupérer toutes ces données. Alors, pour le lancement du Health Data Hub, on a injecté les données du PMSI, la production de soins, on a injecté les données de l'assurance maladie, on a injecté des données de la base de données du handicap et du décès. Donc ça a permis de lancer un petit peu cet entrepôt de données. Et puis l'objectif, comme le disaient nos invités en introduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aussi de récupérer des données de vie réelle. C'est un enjeu considérable. Et les données de vie réelle, d'où elles viennent? Elles viennent des dispositifs, quels qu'ils soient. La réalité, c'est que ces données de vie réelle qui viennent des dispositifs, derrière, vous avez des entreprises, des industriels. Et gérer des données... Alors, ces industriels fabriquent du matériel, des dispositifs médicaux, mais... une fois qu'on a des données qui sortent de ces dispositifs, il faut bien les organiser, il faut bien les standardiser. Donc là, il faut répondre à des cahiers des charges qui doivent uniformiser le standard de ces données de santé pour les rendre interopérables, pour les rendre utilisables par une autre solution, pour des besoins de recherche, par exemple. Mais ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que la donnée issue d'un matériel, d'un dispositif médical, elle peut aussi servir à l'innovation, à la R&D, pour améliorer ce dispositif lui-même. Je pense notamment aux appareils de pression positive continue qui traitent les apnées du sommeil, qui génèrent beaucoup de données machines et qui, ces données machines, vont permettre d'améliorer le fonctionnement de cet appareil. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais la réalité, elle est là. Donc l'enjeu aujourd'hui, quel est-il? Il est l'usage de cette donnée d'un point de vue recherche, mais aussi d'un point de vue technologique.
Si on se met un petit peu du côté des entreprises, qui est un petit peu mon rôle en tant que représentant de cette industrie, ce sont des nouveaux investissements pour les entreprises. Le numérique sont des nouveaux investissements et la gestion de ces données sont des investissements. Donc il faut bien comprendre qu'une entreprise qui va dire « moi j'ai bâti une cohorte de données », ça me coûte de l'argent en termes de mise en œuvre, d'hébergement sur des disques durs, des serveurs. Et je vais mettre à disposition cette cohorte de données pour le bien de la santé publique. Et c'est en ce sens où les entreprises ne peuvent pas toujours le faire gratuitement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous reste quand même à bâtir aujourd'hui le modèle économique autour de ces données de santé, même si on a une idée un petit peu de comment ça va s'orienter, mais l'entreprise contribue à l'effort de santé publique, mais tout ça n'est pas gratuit, donc il faut un modèle économique. C'est un petit peu le principe du Health Data Hub qui va permettre de mettre à disposition des corps de données sur certaines pathologies, mais qui permettra aussi à l'écosystème recherche industrielle de contribuer à ce Health Data Hub, donc envoyer des données, mais aussi d'aller en chercher, du push et du get. Lorsqu'on contribue, on est rémunéré parce qu'on a mis en forme la cohorte de données et que ça a coûté de l'argent. Et puis quand on va chercher, on paye parce qu'on en a besoin, on l'utilise. Donc je vulgarise un petit peu le schéma, mais l'enjeu de la donnée, c'est aussi économique avant tout, en plus d'être industriel et technologique. Ça questionne ce qui a été dit lors de la première table ronde, ce que tu évoques, en fait, la dimension, si on se met du côté des industriels, si on se met du côté du patrimoine commun, si on se met au niveau des politiques de santé. Donc le questionnement, il est sur les trois aspects, en effet. Exactement. Et peut-être pour finir, un peu dans la suite des propos précédents, pour vous donner des exemples très concrets, aujourd'hui, dans la discipline de la télémédecine, qui est composée de 5 disciplines, dont la télésurveillance. Donc la télésurveillance, elle est bâtie sur un triptyque qui est le professionnel de santé, une plateforme d'intermédiation, et puis un patient qui est télésurveillé avec un dispositif médical et des données qui sortent dans une application que le médecin peut consulter. Aujourd'hui, on a des modèles économiques et de remboursement de ces solutions qui sont conditionnés à l'usage de ces dispositifs médicaux. Vous utilisez votre dispositif médical, on rembourse l'appareil. Si l'appareil est dans le tiroir, on ne rembourse plus. Remboursement à l'usage. Donc c'est un petit. Et sur quoi est bâti ce remboursement à l'usage, qui est un modèle économique? Il est bâti sur l'utilisation du dispositif et sur les données qu'il émet. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qui se passe aujourd'hui, de la façon dont les pouvoirs publics s'emparent de ce numérique en santé. Et c'est là où on voit l'insertion du numérique à tout niveau, que ce soit d'un point de vue organisationnel pour le système de santé, et que ce soit d'un point de vue clinique et médical pour les thérapies, pour les pathologies chroniques, que l'on va suivre et rembourser grâce en partie à l'exploitation de ces données de santé. Merci beaucoup, William. Ce que je vous propose pour continuer à animer cette table ronde, c'est de prendre des questions, si vous en avez dans la salle. Je crois qu'il y a des micros qui... Oui. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, donc les entreprises qui fabriquent des dispositifs, ils peuvent acheter et vendre les données. Bon, à la limite, c'est acceptable. Mais par contre, les données, par exemple, de la sécurité sociale, juridiquement, c'est pas appartient à qui? Est-ce que mes données appartiennent à moi ou appartiennent à la sécurité sociale? Donc ça pose des problèmes, je pense, éthiques et juridiques. Alors, tout à fait, c'est une problématique à la fois éthique et juridique. Donc, je ne rentrerai pas dans ces considérations n'étant pas juriste, mais ce que l'on considère, c'est que dès lors qu'un dispositif est remboursé par l'assurance maladie, la donnée médicale qu'elle génère doit être gratuite. On ne doit pas en faire commerce, puisqu'elle est déjà remboursée par l'assurance maladie. Ensuite, il y a toutes les questions de propriété de la donnée, qui génèrent beaucoup de discussions et beaucoup d'atermoiements. On a dit que la donnée appartenait au patient, après un petit peu moins. Ça dépend un petit peu du contexte dans lequel elle est générée. Mais je dirais que ces réflexions, selon le périmètre et les contextes dans lesquels on les considère, ces données de santé, peut amener à une diversité de conclusions, quoi.
Donc là-dessus, je ne m'aventurerai pas forcément parce que j'en suis pas expert. C'est éminemment juridique en plus d'être éthique. Peut-être juste pour compléter, si tu me permets, David, nous, on a un petit peu la même problématique en santé au travail, où on a la collecte de la donnée nominative au départ, dans le dossier médical du salarié, et ensuite on a l'exploitation, on évoquait la BI tout à l'heure, qui va se produire sur des bases de données pseudonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion d'authentification de la personne. Donc par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, on a de la data, mais sans savoir à qui elle appartient en fait. C'est simplement du qualitatif et quantitatif. Voilà, mais Oui. il n'y a pas de notion d'authentification de la personne du départ. Voilà, et puis il faut quand même savoir qu'autour de la donnée aujourd'hui, on a un matériel réglementaire, en plus juridique. On a le règlement général pour la protection des données personnelles. Alors une donnée de santé, une donnée personnelle n'est pas forcément une donnée de santé, hein, mais une donnée de santé est une donnée extrêmement sensible et elle est cadrée aujourd'hui d'un point de vue réglementaire et juridique. Hein, donc lorsqu'on exploite des données, il faut y apporter quand même une couche juridique, d'anonymisation, de pseudo-anonymisation. Encore une fois, tout cela dépend dans quel contexte elle est exploitée. Merci. Avons-nous d'autres questions dans la salle? C'est peut-être le temps de conclure alors. Merci de nouveau infiniment aux trois intervenants. Je vous propose, on va se diriger vers le cocktail désormais si vous voulez interagir avec nous. Peut-être juste de partager une anecdote. Antoine Tenière tout à l'heure a évoqué des sujets de philosophie. Moi j'ai un de mes clients italiens qui me disait finalement c'est l'art et la beauté qui créent l'innovation. Alors ça m'a interpellé. Il m'a dit en Italie on a un des plus gros patrimoines culturels au monde. Et au fond, l'art, c'est souvent, enfin, c'est des artisans, en quelque sorte. Et on cherche l'usage. Et donc, la beauté inspire les artisans, inspire l'usage. Voilà, je vous propose de discourir de ce sujet de philosophie autour de notre cocktail. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre participation.